Deuxième partie de ce chapitre, suivi d'une transformation chimique, le tableau d'avancement. Nous allons ici noter la synthèse de l'activité expérimentale et introduire un outil très important en chimie, l'avancement d'une transformation chimique et le tableau d'avancement. Donc pour caractériser l'état d'un système chimique au cours d'une transformation, on utilise une grandeur que l'on note X, qui s'exprime en mol et que l'on appelle l'avancement. La valeur de cet avancement X va augmenter au cours de la transformation, donc à partir de la valeur X égale 0, jusqu'à atteindre une valeur finale, XF, à partir de laquelle les quantités de matière des réactifs n'évoluent plus. Donc la valeur initiale, dans l'état initial de la transformation, la valeur de l'avancement est égale à 0. Cette valeur de l'avancement va augmenter au cours de la transformation, les réactifs vont être consommés, les produits vont être formés, et la valeur de l'avancement va augmenter jusqu'à atteindre une valeur finale. À partir de là, on peut distinguer deux cas. Le premier cas, au cours de laquelle la transformation chimique va s'arrêter, parce que l'un des réactifs, qu'on appellera ensuite réactif limitant, va être entièrement consommé. Donc premier cas, la transformation chimique car l'un des réactifs est entièrement consommé. Dans ce cas-là, on dit que la réaction est totale, et l'avancement atteint une valeur maximale, Xmax. On peut alors noter que XF est égal à Xmax. C'est le premier cas, la transformation s'arrête, car l'un des réactifs disparaît complètement, il est donc limitant. On dit qu'il est limitant, la transformation ne peut plus se faire car l'un des réactifs a disparu. L'avancement atteint une valeur finale que l'on note Xmax, XF égale Xmax. Deuxième cas possible, aucun réactif n'est entièrement consommé, on dit alors que la transformation est limitée, elle n'est pas totale ou elle est non totale. On a alors la valeur de l'avancement final qui était inférieure à la valeur de l'avancement maximal. L'avancement maximal dans le cas où la transformation aurait été totale. Donc soit la transformation est totale, XF égale Xmax, soit la transformation est non totale, où elle est limitée, aucun réactif n'est entièrement consommé, XF inférieur à Xmax. On verra par la suite le cas particulier où les deux réactifs sont simultanément limitants. Vous pouvez donc noter ces points-là. Et donc pour suivre une transformation chimique, on a introduit un outil qu'on appelle le tableau d'avancement. On va essayer d'illustrer un petit peu ce qui se passe et de reprendre ces valeurs d'avancement dans cette simulation. On peut ici donc configurer les coefficients stoichiométriques de l'équation de réaction. On modélise en disant que une mol de A réagit avec une mol de B pour former une mol de C et une mol de D. Donc les coefficients stoichiométriques les plus simples. On va prendre l'exemple dans lequel on a 5 mol de A dans l'état initial, 3 mol de B dans l'état initial. Dans l'état initial, la valeur de l'avancement est égale à 0. La transformation va commencer. Les quantités de matière des réactifs modélisés par ces triangles-là diminuent, les quantités de matière des produits augmentent, on va augmenter jusqu'à un avancement égal à 1 mol. Donc on avait 5 mol de A dans l'état initial, X est égal à 1 mol de A a réagi, il reste 4 mol de A. Il y avait 3 mol de B, 1 mol de B a réagi, car les coefficients stoichiométriques de A et de B sont égaux à 1. De ces 3 mols, il reste 2 mols. Les coefficients stoichiométriques des produits C et D étant égaux à 1, 1 mol de C s'est formé et 1 mol de D s'est également formé. La transformation continue, l'avancement augmente, les quantités de matière des réactifs diminuent, les quantités de matière des produits augmentent. Pour X égale 2 mols, il y avait 5 mols de A, 2 mols de on réagit, l'avancement est égal à 2, 2 mols de A et on réagit car le coefficient stoichiométrique est égal à 1, il reste 3 mols de A. Dans le même temps, des 3 mols de B ayant réagi, 3 mols de B initialement présents, 2 mols de B ont réagi, il ne reste plus qu'une mol de B. Et il s'est formé 2 mols de C et de D. Et puis la transformation continue, et elle va s'arrêter car l'un des réactifs a entièrement disparu. Donc ici, pour X égale 3, il n'y a plus de quantité de matière de B, la quantité de matière de B est nulle, la transformation ne peut plus continuer car B est limitant, il a entièrement disparu. Dans l'état final, il reste 2 mols de A, 0 mol de B, et il s'est formé 3 mols de C et 3 mols de D. On peut reprendre la simulation à 0 et prendre comme coefficient stoichiométrique 2 pour A et 3 pour C par exemple. Donc dans l'état initial, on a 5 mols de A, 3 mols de B. Si la réaction est totale, on peut se demander quel est le réactif qui va être limitant. Il y a ici plus de mols de A que de mols de B dans l'état initial, la quantité de matière de A est supérieure. Néanmoins, compte tenu des coefficients stoichiométriques, le réactif limitant va changer par rapport à la simulation précédente.
Donc la quantité de matière, l'avancement, la transformation commence, l'avancement augmente. Et pour x égale 1, la quantité de matière de A pour x égale 1 est égale à 3 moles, la quantité de matière de B est égale à 2 moles. Donc x égale 1, 1 mol de B a réagi, et pour x égale 1, 2 moles de A ont réagi. On voit que A disparaît 2 fois plus rapidement, compte tenu du coefficient stoichiométrique égal à 2, ou 2 fois plus important que le coefficient stoichiométrique de B. Dans le même temps, pour x égale 1, il s'est formé 3 moles de C et 1 mol de D. Ceci s'explique par le fait que le coefficient stoichiométrique devant C est égal à 3. À chaque fois qu'une mol de B réagit, il se forme 3 moles de C. À chaque fois qu'une mol de B réagit, il se forme 1 mol de D. Et si la transformation continue, elle va s'arrêter lorsque l'un des réactifs aura complètement disparu, donc dans le cas où elle est totale. Ici, la transformation s'arrête pour x égale 2,5 mol. Il ne reste plus, la quantité de matière de A est nulle, il reste 0,5 mol de B. Il s'est formé 7,5 mol de C, 3 fois l'avancement final, qui est ici égal à l'avancement maximal, et il s'est formé N 2,5 mol de D. Donc on peut résumer un petit peu cette simulation en utilisant cet outil qu'on appelle le tableau d'avancement, et donc on a vu au cours de l'activité expérimentale. Donc dans un tableau d'avancement, on retrouve des lignes, des colonnes. Première ligne, on note l'équation de la réaction, qui doit rendre compte de la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Deuxième ligne, on va indiquer l'état du système, l'avancement, et les quantités de matière de chacune des espèces chimiques. Donc une colonne pour la quantité de matière de l'aluminium dans cet exemple, une colonne pour la quantité de matière du deuxième réactif, une colonne pour la quantité de matière du premier produit, une colonne pour la quantité de matière du deuxième produit. Tableau d'avancement et nombre de colonnes adapté au nombre de réactifs et de produits. Et enfin, dans les 3 dernières lignes, on va distinguer l'état du système. Ligne suivante, état initial, l'avancement est nul, la transformation n'a pas commencé. On indique les quantités de matière initiales des réactifs. On indique également les quantités de matière initiales des produits. Dans la majorité des cas, les produits ne se seront pas encore formés ou n'auront pas été introduits, leur quantité de matière sera nulle. État intermédiaire, la valeur de l'avancement est comprise entre celle de l'état initial, 0, et la valeur de l'avancement final. La quantité de matière des différents réactifs et produits donc est égale à la quantité de matière initiale moins le coefficient stoichiométrique correspondant à l'espèce chimique fois l'avancement. Si on reprend l'équation de la réaction, 2 moles d'aluminium vont réagir avec 6 moles d'H+, pour former 2 moles d'Al3+, et 3 moles d'hydrogène H2. Donc dans l'état intermédiaire, la quantité de matière d'aluminium est égale à la quantité initiale d'aluminium moins 2 fois l'avancement, le 2 étant le coefficient stoichiométrique devant l'aluminium. Le moins signifie qu'il s'agit d'un réactif que la quantité de matière va diminuer au cours du temps. La quantité de matière à un instant t d'ion H+, est égale à la quantité de matière initiale moins 6 fois l'avancement. Concernant L3+, et H2, les quantités de matière de ces espèces chimiques vont augmenter car ce sont des produits, on le signifie grâce au signe plus. La quantité de matière d'aluminium est égale à la quantité de matière initiale plus 2 fois l'avancement, 2 étant le coefficient stoichiométrique devant l'aluminium. La quantité de matière de dihydrogène au cours de la transformation dans un état intermédiaire, c'est égal à la quantité de matière initiale plus 3 fois l'avancement. Et dans l'état final, la valeur de l'avancement prend la valeur de l'avancement final. N0 moins L moins 2XF pour l'aluminium, N0H+, moins 6XF pour les ions H+, 0 plus 2XF pour les ions L3+, et 0 plus 3XF pour le dihydrogène. On exploitera ce tableau d'avancement pour essayer, si la transformation est totale, de déterminer le réactif limitant, c'est-à-dire le réactif responsable de l'arrêt de la transformation. L'autre réactif sera dit en excès. Enfin, cas particulier, le cas dans lequel les deux réactifs ou tous les réactifs sont limitants. On dit alors que l'on a un mélange stoichiométrique. Donc dans le cas général où l'équation s'écrit AA plus BB donne CC plus DD, A étant le coefficient stoichiométrique devant l'espèce chimique A. Le mélange initial est dit stoichiométrique si les quantités initiales des réactifs ont été introduites dans les proportions stoichiométriques. On a alors, et on l'a montré,
cette relation entre les quantités de matière initiale des réactifs, la quantité de matière initiale du réactif A divisée par son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière